Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens sur The Haunting of Bly Manor, la nouvelle série de Netflix, la série horrifique de chez Netflix. Donc c'est la deuxième saison, mais c'est une histoire différente par rapport à la première saison, l'excellente première saison, The Haunting of Hill House. Donc là, on a la deuxième histoire, la deuxième nouvelle histoire. Et autant vous le dire tout de suite, c'est ennuyeux et c'est, à mon sens, un peu raté. Alors sur quelques points, bien évidemment, pas sur tout, mais on est très loin. Mais alors très loin de la qualité quasi chef-d'œuvresque, j'ai envie de te dire, de la première saison. Alors cette saison, elle adapte le roman d'Henry James qui s'appelle Le Tour d'écrou, et beaucoup, évidemment, vont signaler le fait que cette saison fait beaucoup moins peur que la première. Alors même si ça commence quand même assez fort, parce que le premier épisode est réalisé par Mike Flanagan, et ça se sent, ça se voit, il y a quelques jumpscares assez sympas, mais bon, j'ai envie de te dire que c'est pas forcément le problème, mais quand même un peu, parce que je trouve qu'on est quand même pas loin de l'arnaque avec The Haunting of Bly Manor, parce qu'on nous la vend quand même, oui, comme une série d'épouvante, un peu horrifique, en tout cas dans la lignée évidemment de la première saison, qui l'était réellement pour le coup. Mais là, il est évident qu'on va avoir beaucoup plus une histoire d'amour tragique qu'un véritable conte horrifique. Et comme je te dis, ça commence plutôt bien. Le premier épisode amorce bien les choses. On a l'impression qu'on va avoir, si tu veux, un petit peu, pas la même chose que la première saison, mais disons avec une histoire différente, ressentir un petit peu ce qu'on avait ressenti dans la première saison, c'est-à-dire un mélange un petit peu de psychanalyse et de conte horrifique. Et au bout du troisième ou quatrième épisode, tout commence à s'écrouler et d'un seul coup, tu te rends bien compte que les showrunners ne veulent absolument pas aller là-dedans. Ils veulent aller dans quelque chose de totalement différent, pas radicalement différent, mais assez différent quand même pour souligner le fait qu'on va pas avoir vraiment la même chose. Et le problème avec cette saison-là, c'est que tu as quand même l'impression d'assister à une très longue séance de psychothérapie, de psychanalyse. Attention, ce que faisait aussi la première saison, puisque dans la première saison, Flanagan y gérait à merveille la thématique du deuil, le problème de la transmission, qu'est-ce que nous, parents, on transmet à nos enfants comme névrose, comme peur, et donc tout ça était admirablement géré dans la première saison, mais Flanagan n'oubliait pas un élément essentiel, à savoir le divertissement. Et ce que les showrunners ici, à mon sens, oublient totalement, ils se regardent écrire, ils se regardent réaliser, et pour moi on est très loin de ce que pouvait faire Flanagan sur The Haunting of Hill House. Alors dans la première saison, on jouait également avec les unités de temps, ce qu'on va faire également dans cette saison-là, mais je trouve qu'il s'en sortait beaucoup mieux, Flanagan. Et puis alors la réalisation de Flanagan, il était capable de te faire un épisode entier en plan séquence, avec des acteurs mais qui jouaient à merveille, sans forcément surfer sur les codes de la série horrifique. D'ailleurs, on était encore en psychothérapie et en psychanalyse, mais alors qu'est-ce que c'était fort. Là, on essaye à certains moments, quasiment même presque à tous les épisodes, de te ressortir cette carte-là, mais j'ai envie de te dire que les réals qui sont derrière, c'est pas Mike Flanagan, quoi, c'est évident. Et puis surtout, Flanagan, quand je parlais de dimension de divertissement, et finalement de te livrer une véritable série d'épouvante, il jouait justement avec les codes du film d'épouvante, avec les codes même du film d'horreur parfois, en les détournant également, mais jamais en méprisant le genre. Et là, t'as vraiment cette impression, sans mépriser vraiment le genre, mais qu'on prend ça un peu par-dessus la jambe quand même, et ça pose un problème, à mon sens, d'identité en fait de la série. Alors sur la réalisation, j'ai envie de te dire qu'elle est de bonne facture, mais pour moi, elle ne va pas avoir ce grain de folie qu'avait la mise en scène de Flanagan, qui lui réalisait un petit peu de la même manière que ce qu'on va voir dans The Haunting of Bly Manor, sauf que dans cette saison-là, moi je trouve que ça fait très réalisation de premier de la classe, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus loin, il n'y a pas ce grain de folie, il n'y a pas ce risque à prendre, le risque que prenait Flanagan en réalisant les épisodes de la première saison, en allant beaucoup plus loin que l'exercice bien appliqué qu'on va voir dans cette saison. C'est-à-dire c'est pas mal réalisé, c'est même très bien réalisé, j'ai envie de te dire. Mais ça ne va pas au-delà, il n'y a pas cette touche de folie, il n'y a pas cette touche surprenante en termes de réalisation qui va faire que ce que faisait la première saison véritablement. Mais il y a quand même des choses très bien et qui pouvaient annoncer quelque chose, une saison palpitante, mais malheureusement ça va vraiment manquer. Par exemple, je pense à la vision, alors attention, je commence à spoiler, mais je vais pas spoiler tout au long de la vidéo, mais bon, là c'est quand même un petit spoiler, donc attention. Il y a cette vision de l'ex, si tu veux, qu'elle voit en permanence, donc cette
espèce d'ombre noire avec des lunettes. Donc on va voir justement les origines de ça et pourquoi elle est hantée en fait par cette vision-là. Et là, j'ai envie de te dire que la mise en scène est plutôt maligne. On dirait qu'il y a du Flanagan derrière, là, pour le coup. La façon dont c'est mis en scène et la façon dont elle va être traumatisée en fait par cette figure fantomatique, j'ai trouvé ça très habile d'un point de vue de mise en scène. Mais je trouve que c'est peut-être la seule chose qu'on va pouvoir se mettre sous la dent, parce que le reste, c'est quand même très très sage. Après, dans la réal, il y a quand même toujours cette volonté de faire de la maison un véritable personnage à part entière, en caractérisant les pièces avec ses mystères, ses secrets. Donc là, on reprend vraiment ce qui était fait dans la première saison, on va le remettre dans cette saison. Donc là, j'ai envie de te dire que la réalisation est plutôt habile et elle arrive véritablement à faire de cette maison un véritable personnage. Bon, le casting, moi j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas grand chose à reprocher. Je trouve que Victoria Pedretti, elle a beaucoup de talent, mais je la préférais encore dans la première saison parce que là, des fois, je trouve qu'elle flirte un petit peu avec le surjeu quand même. C'est un peu dommage. On retrouve pas mal de gens qui étaient dans la première saison, notamment évidemment Henry Thomas. Alors pour ceux qui savent pas, hein, d'ailleurs, la série est produite par Amblin Entertainment. Et donc, qui dit Amblin Entertainment dit E.T. et qui dit Henry Thomas dit E.T. aussi. Voilà, je sais pas si vous avez fait le rapprochement, bon bref, voilà, c'est un petit truc. Donc le casting est très bon, il y a même une nana qui joue très bien d'ailleurs, qui jouait dans la série Years and Years et qu'on va retrouver ici. Tout le casting est impeccable, c'est incarné, il n'y a aucun problème là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment l'histoire et le scénario qui pêchent complètement dans cette saison. Tu as toujours ces unités de temps qui sont plutôt bien gérées, mais je trouvais que dans la première saison, c'était beaucoup plus pertinent quand on passait d'une timeline à l'autre. Là, ça fait un peu plus artificiel, mais surtout, si tu veux, dans cette écriture qui n'est absolument pas bien construite à mon sens, parce qu'on se demande où est-ce qu'ils veulent nous emmener dans cette saison. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment d'un mélange de choses. Et il me semble d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'un roman adapté, il y a même un deuxième roman adapté par rapport à cette saison-là. Et bah ça se ressent, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression que les showrunners ne savent pas où ils veulent nous emmener, quoi. Est-ce que c'est une histoire de fantôme? Est-ce que c'est une histoire de purgatoire? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Est-ce que, je sais pas, c'est une histoire horrifique? Est-ce que c'est une histoire de meurtre? Il y a un moment donné, on est complètement largué, et le problème, c'est que le rythme de la série, cette espèce de faux rythme comme ça qui s'installe, ça n'arrange rien, parce qu'il y a énormément d'épisodes où c'est très lent. Je passe évidemment sur tous les dialogues surexplicatifs, des personnages parfois surécrits, avec des tunnels de monologues, mais juste insupportables, c'est-à-dire que le moment tant redouté pour moi dans cette saison, c'est un personnage qui est avec un autre personnage, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il commence à raconter une histoire. Et là tu te dis, oulala, ça y est, j'en ai pour 10 minutes à regarder un acteur en plan fixe qui va sortir son texte pendant 10 minutes, sans même une image de flashback, sans même voir une image de ce qu'il raconte, et donc ça va être très très ennuyeux. Et le problème, c'est que tu as ça à beaucoup de reprises quand même dans la série, enfin en tout cas à 2 ou 3 reprises, et quand ce genre de moment arrive, oulala, là, ça devient très très dur. Et c'est tout le paradoxe de cette série, parce que c'est une série qui justement va jouer beaucoup avec les flashbacks. Et je dirais qu'elle le fait plutôt bien, même si évidemment je suis toujours beaucoup plus convaincu de tous les flashbacks qu'on peut voir dans la première saison. Mais dans celle-là, on va aussi avoir ça. Mais alors quand le personnage s'installe et qu'il te balance je ne sais combien de lignes de dialogue en mode monologue et tout, c'est super chiant. On décroche complètement alors que finalement c'est quelque chose de très important qui concerne le personnage et qui normalement doit faire aussi avancer l'intrigue. Mais le problème c'est que tout ça plombe le rythme de la série, plombe le rythme de l'épisode, et tu te décroches complètement et t'es là à te dire à la fin de l'épisode, est-ce que je regarde le suivant quand même? Moi ça m'est arrivé énormément de fois. Moi c'est quand même rare que ça m'arrive quand j'ai lancé une série, quand je suis au bout du 3e ou 4e épisode, de me dire, est-ce que je lance le prochain? Là c'était vraiment le cas pour moi, tellement parfois c'était quand même une torture à regarder, quoi. C'est très redondant, ajoutez ça au manque de rythme flagrant. Et puis après, c'est assez marrant parce que c'est une série qui veut absolument éviter, si tu veux, tous les clichés du genre horrifique, du genre épouvante et tout ça. Et parfois, on tombe dans des clichés, mais qu'on a vu 40 fois. Je pense par exemple au 6e épisode, alors je spoil toujours, avec le double d'Henry Thomas, etc. Henry Thomas en version diabolique et tout ça. T'as envie de leur dire, bon, vous avez pas autre chose à inventer quand même là, parce que ça, on l'a vu un peu 50 fois. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de montrer que le personnage a un côté diabolique en lui? Enfin, je sais pas, il n'y a pas une autre manière, une astuce scénaristique ou peut-être une astuce de mise en scène? Et là, tu sens que Mike Flanagan n'est pas derrière, mais c'est évident, parce que je pense pas que lui, il l'aurait filmé de cette façon. Ou alors, peut-être, c'est ce qu'il voulait. Bon, ça, j'en sais pas plus, bien évidemment. Peut-être qu'il a donné des instructions et c'est exactement ce qu'il voulait, et que la saison s'est exactement déroulée telle qu'il le souhaitait. Bon, ça, je le sais pas, mais je pense quand même que s'il avait été derrière la caméra,
ça aurait été un petit peu différent quand même. Et puis alors souvent on passe de circonvolution en circonvolution pour nous expliquer quelque chose dont le dénouement, on va se dire « Ah, c'était ça en fait, d'accord ». Mettre 6 épisodes pour nous raconter une histoire d'adultère, etc. Bon, enfin, il y a un moment donné, tu te dis, tu pouvais nous la résumer en 2 ou 3 épisodes, tu vois. En fait, le problème de cette saison, c'est que c'est très long pour pas grand-chose, surtout sur certains éléments de l'intrigue que je ne dévoilerai pas. Alors après, il y a ce fameux épisode 8 que j'ai trouvé très intéressant parce que bien réalisé, en noir et blanc, et qui va nous raconter en fait les origines de ce manoir, parce que toute maison, tout manoir a une histoire, et donc ça c'est intéressant. Je trouve que l'épisode intervient quand même à mon sens un peu tard quand même dans la série, mais disons que c'est un épisode qui m'a bien captivé parce que pour le coup il assume bien justement son côté film gothique, histoire d'amour tragique gothique, etc. Là pour le coup je trouve qu'il assume bien le délire, et c'est un épisode qui fait pour moi véritablement quelque chose en fait de la série, de ce qu'elle a entre les mains, puisque ça va faire partie évidemment du dénouement de l'histoire. Donc ça c'est un épisode qui était quand même intéressant, qui était bien plus palpitant finalement que toutes les séquences dans la maison. On essaye de te faire peur, mais sans vouloir véritablement te faire peur. Enfin, il y a vraiment une hésitation terrible dans cette saison que moi je condamne vraiment fortement. Pour moi, comme je le redis, on est vraiment pas loin de l'arnaque là. C'est dommage qu'avec un tel matériel de base, une telle première saison, on n'ait pas réitéré justement cet exploit, et je pense que c'était fort possible, peut-être avec un autre réalisateur, peut-être avec un scénario bien mieux écrit, bien moins confus, parce que pour moi le scénario est trop confus. Pour moi cette histoire ne prend véritablement jamais quoi, hein. Et les acteurs ont beau se donner à fond et ont beau y croire et tout ce que tu veux, pour moi ça ne fonctionne absolument pas comme pouvait fonctionner la première saison, qui était admirablement bien gérée, quoi. Qui pour le coup nous donnait notre dose d'épouvante, et qui pour le coup nous donnait aussi notre dose d'horrifique, tout en étant sur sa thématique du deuil, en traitant les choses de façon très dramatique, et des fois même parfois très réaliste d'ailleurs, hein. Et c'était ça l'habileté de la première saison, c'est qu'elle flirtait entre ces deux oppositions, elle était bien avec ces deux oppositions, et elle arrivait à gérer ça, et ce que n'arrive absolument pas à faire cette deuxième saison, qui me laisse un réel sentiment d'ennui, et je me dis, si jamais ils doivent faire une troisième saison, ils ont intérêt à mettre les bouchées doubles, parce que sinon ça va vite s'écrouler, et finalement on se souviendra de The Haunting of Hill House comme une première et très grande saison, et puis merci, au revoir quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur The Haunting of Bly Manor. Vous savez à quoi vous attendre si vous avez vu toute la vidéo. Vous pouvez la regarder, hein, mais je vous préviens, à mon sens, vous ne ressentirez pas toutes les émotions, toute la peur que vous avez pu ressentir lors du visionnage de la première saison, je peux vous l'assurer. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!